C'est à Hellemmes, dans la banlieue de Lille, que nous nous sommes donné rendez-vous. Hellemmes, c'est l'une des 6 communes qui constituent le secteur 21 de psychiatrie que vous avez dirigé, Jean-Luc Roland, pendant des années. C'est ici que vous allez nous raconter ce que vous appelez votre odyssée. Un long parcours semé d'obstacles pour imposer une pratique humaniste et citoyenne de la psychiatrie. Quand quelqu'un souffre d'une maladie mentale et une famille, c'est un traumatisme, c'est une guerre civile familiale. C'est une guerre civile sociale, c'est absolument terrible. Mais en même temps, c'est quand c'est terrible qu'on doit être là, et c'est quand c'est terrible que la société doit montrer son humanité. Vous avez choisi qu'on se retrouve dans ce lieu qui incarne à lui seul votre audace et vos convictions. Il y a plus de 20 ans, ce n'était qu'un projet. Vous l'aviez évoqué dans un film documentaire que j'étais venu tourner dans votre service. Une rencontre avec vous, vos équipes et vos patients qui m'avait profondément marqué. Aujourd'hui, ce lieu existe. Et à première vue, c'est une galerie d'art. En réalité, c'est bien plus qu'une salle d'exposition. Et ça, on l'apprendra plus tard. Mais au fait, pourquoi ça s'appelle Frontières ? Alors, ça s'appelle Frontières au pluriel parce qu'on est entre différents mondes. C'est frontières entre le normal et l'anormal, entre la ville et la psychiatrie, entre les personnes qui ont des troubles mentaux et ceux qui n'en ont pas, entre les travailleurs et pas les travailleurs. Voilà, c'est tout de même tout ça qui est en jeu, les différentes frontières. On a dit pendant longtemps que ce sont les frontières qui rendent l'homme fou. Bon, on s'en rend compte encore tous les jours. Les histoires de frontières, c'est tout le temps, quoi. Et les frontières, c'est ce qui différencie. Or, la stigmatisation, dans tous les domaines, mais encore plus dans la question de santé mentale, c'est dire qu'il y a une frontière entre eux et nous. On pourrait commencer à raconter votre histoire, votre parcours, un peu comme on le ferait pour un livre d'enfant. Il était une fois donc un jeune étudiant en médecine qui choisit de faire son premier stage d'externe à l'hôpital psychiatrique de Bailleul près de Lille. Nous sommes au début des années 70. Alors Bailleul, c'est un hôpital psychiatrique pour femmes. C'est un monde hallucinant pour moi. Alors quand je suis arrivé à Bailleul pour mon premier stage en psychiatrie, tout est fermé. Et quand je rentrais dans les pavillons, c'était vol au-dessus d'un nid de coucou. C'était un mélange de gens dans des situations un peu précaires, qui étaient enfermés, et qui étaient en chemise de nuit, certains attachés sur leur lit. Enfin, c'était impressionnant. Et le rôle consistait essentiellement à mettre les médicaments pour que tout le monde se calme et se taise, quoi. J'avais l'impression d'être retourné au 18e, 19e siècle. Vous avez commencé à écrire, à prendre des notes, comme si vous vouliez garder vivantes vos premières émotions, vos premières indignations. Dans ces pages que vous lisez pour nous, vous précisez vos impressions. Le spectacle que j'ai découvert a évoqué tout de suite pour moi l'enfer de Dante, un monde sans espérance. J'étais stupéfait, plus que ça, suffoqué, muet d'indignation. Éteintes sur leur lit dans des dortoirs, dans des salles communes, les malades passaient le plus clair de leur journée avachis ou allongés, sans rien faire. Certaines femmes étaient attachées, tant leur délire était devenu incontrôlable dans des conditions inhumaines. L'image du congélateur s'est imposée à moi comme une évidence. Les asiles étaient des grands congélateurs d'âmes et d'amours errants. Je me souviens que mon cerveau et mon cœur étaient en ébullition. Les questions s'entrechoquaient, j'étais submergé par des accès de colère, de dégoût. Il y avait vraiment de quoi devenir fou. Les patients enfermés depuis des années sans beaucoup d'espoir de se voir sortir n'avaient d'autre solution psychique que de devenir déments. Déments entre guillemets. Avant de poursuivre, faisons un petit retour en arrière. Dunkerque. La ville où vous êtes né se situe à quelques encablures de ce sinistre hôpital psychiatrique.
Et c'est pour ça d'ailleurs que vous aviez opté pour ce premier stage. Je viens de la banlieue de Dunkerque, très populaire. Et puis c'est l'ascension sociale, quoi, la médecine. C'est aussi ce que mon père aurait pu faire s'il avait eu les moyens financiers, ce qui n'avait pas été le cas. Voilà, c'est un peu tout ça, mais en même temps, ça n'a jamais été un but en soi pour moi. Ça n'a jamais été un but d'être médecin ou d'être dans une position sociale avantageuse. Ça, c'est pas le truc qui m'intéressait. Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient en médecine, pas la psychiatrie. Quand je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, mais c'est un monde, quoi. C'est un monde, et en même temps, peut-être que j'ai été frappé par le fait que c'était un monde qui devait absolument, nécessairement évoluer. J'étais aussi dans les mouvements de jeunesse à l'époque. J'étais dans les mouvements politiques aussi, un petit peu. Bon, on voulait transformer la médecine aussi. Enfin, il y avait tout cet après-mai 68 qui était assez extraordinaire, d'ébullition, de réflexion. Et la psychiatrie, elle tenait une place particulière là-dedans. J'étais un militant, je voulais changer le monde, voilà, tout simplement. En soignant les gens. Alors, en soignant les gens, mais pas que, en militant politiquement, syndicalement, en changeant la psychiatrie. Changer la psychiatrie, c'était changer le monde, c'était changer les gens. Et c'est bien ce que vous avez l'intention de faire en entrant comme interne dans un des services de l'immense asile qui était celui d'Armentières, dans la banlieue de Lille. Vous me le racontez lors de notre première rencontre en 1999. Quand je suis arrivé à Armentières, de voir des gens à 200 dans un dortoir, avec des mesures arbitraires, absolument inadmissibles. J'ai travaillé aussi chez les enfants, où il y a 40 gosses dans un pavillon qui tournaient en rond à poil, attachés à des radiateurs. Je veux dire, ce qu'on a vu en Roumanie il y a 4 ou 5 ans ou 6 ans, c'est ridicule. C'était à Armentières en 1972. Tout ça, c'était inacceptable. Humainement parlant, inacceptable. Je ne peux pas considérer qu'on puisse traiter les êtres humains comme c'était traité à l'hôpital psychiatrique. Ici, c'était un lieu où, quand vous étiez malade mental un jour, vous l'étiez toujours, il n'y avait pas possibilité de guérison, ou presque pas, et puis deuxièmement, vous faisiez peur. 2500 personnes pour 1000 lits, et les infirmiers qui arrivent avec leurs sacoches, les gamelles, on gamelle à l'époque, on mange, ils arrivent, et comme l'usine. C'était l'usine sociale, c'était l'usine psychiatrique. Et à l'intérieur, tout le monde enfermé. Tout le monde. De mon point de vue de jeune psychiatre, j'ai commencé à remarquer la capacité qu'avaient certains patients à s'entraider. J'observais l'attitude des infirmiers, particulièrement humains, ou attentifs à la souffrance qui s'exprimait. Avec ces hommes, je commençais modestement à tenter de prendre en charge quelques malades qui émergeaient de cette foule de baveux ou de furieux. Voilà, ces signes d'humanité au cœur de l'horreur comptèrent comme des encouragements salutaires. Les premiers temps, quand même, j'étais très isolé. Les aliénistes tenaient dur comme fer à leur méthode éprouvée, qui apportait certainement de l'ordre, du calme, de l'asile, des médicaments et des diagnostics. Il doit souffrir, là. Oui. Certainement. Il doit souffrir beaucoup. Oh là là, ça va pas mieux ici. Et ses parents ne viennent plus le voir. Ce que vous appelez les aliénistes, c'étaient les chefs de service. Alors, ça va ? Et ces messieurs tenaient dur comme fer à l'existence des pavillons de force. De véritables cachots destinés à enfermer les malades considérés comme difficiles ou dangereux. À Armentières, le pavillon de force, c'était le pavillon 11. C'est moi le plus fou, hein ? Oui, alors heureusement que j'ai écrit ce texte, ce livre, en 84. Ce que j'ai vécu au pavillon 11, en arrivant en 1975, c'était l'enfermement pour des motifs futiles.
et le couloir des cellules, les malades assis sur les bancs solidaires de la table, les malades dans les cellules à poil, qui dorment dans une couverture, ou tournent en rond sans arrêt, autour du lit encastré. Le manque de lumière, la nuit, la promiscuité, l'indécence, l'obscénité. Puis le dortoir des gâteux avec l'odeur, toujours l'odeur, qui vous poursuit partout et vous colle à la peau. L'odeur des excréments, du lavage, de la pharmacie, l'odeur de la violence. Je suis entré dans les cellules, bon. Tout le monde avait peur. Chez les patients, hein. Le pire, c'est la peur. Il y avait des gens dangereux, ça c'est sûr. Mais ils étaient dangereux à un moment donné. Ils ne sont pas dangereux tout le temps. Hein. Mais si vous avez peur, les gens le ressentent. Voilà, moi, j'avais pas peur. Peut-être que j'étais inconscient, mais j'avais pas peur. Vous n'avez jamais eu peur? Non. Des années d'internat ont suivi. Votre patron, qui vous avait à la bonne, était bien conscient que l'hôpital, loin de soigner les patients, rajoutait, selon vos propres termes, de la folie à la folie. Il vous a fait confiance. En 1980, vous êtes nommé chef de service. Là, quand tu es chef de service, tu es comme un capitaine de vaisseau. J'ai choisi un cap, je donnais l'ordre de le suivre, menace disciplinaire à l'appui. Tout de suite, les personnels m'ont dit « on aura ta peau ». Les résistances venaient évidemment des personnels qui étaient là, mais qui avaient été abandonnés. Ils avaient été abandonnés par le système de psychiatrie, par les médecins passés aussi, et quelles étaient leurs responsabilités. Il y avait une minorité qui voulait changer le système. Il y avait toujours des bonnes raisons pour faire fonctionner ce système sur le mode disciplinaire, comme l'a décrit Foucault. On s'est dit, c'est une aberration de garder l'hôpital psychiatrique, on va soigner les gens autrement. On est là pour s'occuper et protéger. Mais on n'est pas là pour faire de la conserverie. On n'est pas une énorme machine de conserverie ici, il ne faut même pas rigoler. On n'est pas un goulag, on n'est pas un camp. Il faut donner des soins aux personnes, il ne faut pas exclure. C'est simple comme tout. Les gens qui sont avec nous sont des gens vivants, donc mortels aussi. Hein. Donc il dit vie, dit mort. Bon. Mais ce ne sont plus des gens congelés. Donc ils vivent. Ce sont des citoyens. Mais des citoyens qui ont une maladie. Parmi vos premières décisions, vous ouvrez la porte de l'hôpital à des artistes plasticiens. Et déjà, tout jeune psychiatre, vous défendez devant une caméra votre décision. Loin d'être une fantaisie, c'est un choix thérapeutique. L'art à l'hôpital psychiatrique. Il y a eu de l'art bien avant que nous introduisions les artistes. Les artistes ont été un catalyseur. Et puis après, on a fait venir des artistes. On a un peu bousculé nos habitudes. On a dit, il y a des gens, absolument, les artistes doivent rentrer à l'hôpital et nous devons aller vers eux. Rentrer à l'hôpital, faire des ateliers avec des soignants, des soignés, des artistes. Et puis aller vers eux, c'est-à-dire aller inscrire ces gens qui sont enfermés ici, pour des raisons X, Y ou Z, qui sont souvent des abandonnés, des personnes ceux qui restent en tout cas, qui n'ont pas trouvé asile ailleurs, dans la cité, dans les lieux d'asile de la cité, essayer de les ouvrir à une forme de citoyenneté, à une forme de civilité qui passerait par la culture. Qu'est-ce qu'amène l'art à l'hôpital psychiatrique? Qu'est-ce qu'amène l'art chez les malades mentaux? Eh bien, cet art amène un peu de folie, amène peut-être un peu de désir, et il amène en tout cas, d'une part, des artistes, c'est-à-dire des gens extérieurs à l'institution qui ne viennent pas spécifiquement pour soigner les gens, et qui donc ne sont pas inscrits spécifiquement dans le discours de la norme, qui est le discours psychiatrique, qui est le mien en tout cas. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'amènent les artistes, créateurs dans l'institution? Ils amènent la production créatrice, artistique. Et comme ça marche bien, vous décidez de faire plus ou mieux, en prenant le risque de sortir de l'hôpital. On s'est mis d'accord pour que je prenne les malades dans ma voiture
une après-midi et que j'aille dans leur atelier directement discuter avec eux. Et c'était extraordinaire. Parce que ceux qu'on voyait comme fous ou malades, mais là, ils l'étaient plus, quoi. Et ce qu'ils nous disaient, c'était très sensé, on peut dire. Ils allaient donc dans un atelier d'artistes, hein, des artistes de la région. Oui. Enfin, vous alliez. Oui. Et ils discutaient de quoi, par exemple, hein? Ils discutaient, eux, ils avaient... ils discutaient de l'art des artistes. Et ils avaient un esprit critique, et il y avait un échange qui se faisait entre ces personnes qui étaient hospitalisées depuis très longtemps et les artistes, mais d'une manière, d'une conversation qu'on entendrait à France Culture sur l'art contemporain, quoi. C'était extraordinaire. Parce que, bon, on sortait du symptôme, on sortait de la maladie, parce que l'hôpital, tout était là pour montrer la maladie et la prouver, quoi. Mais évidemment, ça ne suffisait pas. On était au début des années 80, et vous saviez qu'en Italie, un psychiatre, Franco Basaglia, avait bouleversé complètement l'institution psychiatrique. En quelques années, il avait réussi à convaincre qu'il fallait en finir avec le traitement inhumain des malades mentaux et qu'il fallait inventer une pratique respectueuse et soigner les gens en ville. Donc j'ai invité Basaglia qui m'a répondu gentiment en disant « je viens ». Et on a il est venu passer une semaine avec nous, avec tous ses collaborateurs, à Lille. Il a rencontré les élus qui ont failli s'étrangler en disant « mais comment nos beaux hôpitaux, vous les fermez ?» Comment ça? Il a rencontré l'ensemble des personnels, des malades. Il a expliqué que lui, il avait les mêmes asiles en Italie et qu'il arrivait à les fermer. En réalité, il a beaucoup été aidé par le démocrate chrétien Zanetti, qui était le président de la démocratie chrétienne à Trieste, et qui lui a donné 400 logements pour sortir les malades. Ils n'ont jamais sorti un malade dans la rue. Jamais. Ça, c'était. Et ensuite, ils ont mis en place un réseau de services avec des maisons de santé mentale un peu partout dans la ville de Trieste, ainsi que des coopératives pour permettre à des personnes handicapées de travailler dans des coopératives avec des personnes normales, qui a été une réussite mondiale. Donc Basaglia, quand il vient, c'est tout sauf un antipsychiatre. On l'a accusé d'antipsychiatrie, c'est un psychiatre humaniste, et son enseignement a été extraordinaire dans le monde entier. Vous vous êtes largement inspiré de son expérience. Il fallait enclencher un mouvement radical, avec en point d'orgue la fermeture du fameux pavillon de force, le pavillon 11. Vous tourniez le dos définitivement aux pratiques ancestrales et aux traitements inhumains. Et pour marquer le coup, vous avez décidé, avec vos soutiens, d'organiser un événement. Le malade mental, potentiellement irresponsable, et ceci renvoie à l'article 64. Donc on a dit, on va essayer de faire une manifestation pendant une semaine dans le pavillon de force régional pour essayer de parler de ce qui s'est passé dans ce pavillon de force. Pendant une semaine, il y a eu des manifestations culturelles, artistiques, de recherche, et aussi le procès de la folie. Alors le procès de la folie, c'était quoi? C'était une troupe de théâtre, la Tanor, qui a mis en scène le procès de la folie. Le chef d'accusation, nous avons déjà débattu ce matin. La folie a déposé plainte contre la société. Celle-ci, dans sa grande clémence, a décidé de se juger elle-même. Tout le monde s'est retrouvé avec des toges, comme au tribunal. Il y a même le procureur qui est passé, à ce moment-là, il faisait son tour annuel des hôpitaux, il est venu donner des conseils pour mettre en place le procès de la folie, c'est assez marrant. Travail, famille, patrie, géniteur de troubles. Non, non. Il y a eu 5000 personnes à un endroit où on n'avait pas le droit de rentrer. Et le pavillon était transformé en œuvre d'art. Plus des manifestations théâtrales. Et 2 fois par jour, il y avait le procès qui se tenait, avec l'accusateur, le procureur, le juge et tous les gens qui passaient à la barre et qui étaient témoins de ce qui s'était passé dans ce pavillon au nom de la folie. Cette semaine sonnait le glas d'une époque révolue, du moins dans votre service. Les bâtiments du pavillon 11 seraient transformés grâce à une nouvelle architecture, des espaces ouverts. Désormais, votre service s'appellera la clinique Jérôme Bosch. Avec le bonhomme de Gérard.
Ça, c'était les cellules. J'imagine à l'époque que vous avez dû interroger, choquer et être traité à votre tour d'antipsychiatre. Moi, je n'ai jamais été antipsychiatre. Moi, je ne refuse pas la maladie mentale. Je refuse la manière dont elle est traitée. Je refuse la manière dont elle est considérée. Je refuse la manière de désigner un bouc émissaire. Le malade mental, ça n'existe pas. Vous avez des gens qui ont des troubles mentaux, qui ont des maladies, et qu'on peut soigner. Et même chez les gens les plus atteints, les plus dramatiquement malades, eh bien, il y a toujours une part saine à laquelle on peut parler. Et il y a toujours une part saine sur laquelle on peut s'appuyer pour essayer de faire en sorte qu'ils se remettent dans la société des gens soi-disant normaux. Au milieu des années 80, c'était donc parti. Vous alliez à votre tour ouvrir les portes de votre service à l'hôpital et commencer à faire sortir les malades, comme Basaglia l'avait fait en Italie. Les premiers malades qui sont sortis de l'asile dans les années 80 se surnommaient eux-mêmes des survivants. Ça évoque évidemment le sort des malades mentaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour certains d'entre eux, il y avait des années d'enfermement, des dizaines d'années parfois. Et le retour parmi nous, la ville, était douloureux, chaotique, extrêmement difficile. Ils étaient souvent assommés par les traitements lourds qui avaient tué toute velléité d'exprimer désir, souhait. Ils étaient incapables de formuler le moindre projet et ils se demandaient pourquoi on voulait les renvoyer en ville alors que la ville les avait abandonnés. Abandonner aussi des familles. Généralement pas de point de chute, les familles ne voulaient pas les reprendre ou n'existaient plus tout simplement. À cette époque déjà, vous donniez la parole aux malades. Cet homme que nous allons entendre est un de ces survivants. À l'hôpital, on a une sécurité. On a une sécurité, on a à manger, on a à boire, on a tout, on a ce qu'il faut, on a le travail, on a le pécule, pour ceux qui travaillent, ils ont le pécule, pour ceux... Il y a une occupation, J'ai appris beaucoup de métiers manuels en hôpital psychiatrique. L'appartement, c'est qu'on se retrouve avec des responsabilités. Trop de responsabilités, nettoyage du linge, confection du manger, la propreté, l'hygiène, l'hygiène, et puis... Il faut penser à tapisser, il faut penser à peindre, Mais je pense à trop de choses d'un seul coup. J'ai trop d'idées en tête. Alors c'est sorti de l'asile, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Il fallait sortir en douceur. Donc on a décidé de mettre en place un dispositif directement en ville qui pourrait répondre 24 heures sur 24 aux demandes des personnes qu'on avait réintégrées. Et ces personnes qui sont sorties, ils habitaient donc maintenant dans des appartements seuls ou à plusieurs. Ça a été beaucoup plus difficile de changer les habitudes des soignants que des soignés. Pas tous, hein. Cette infirmière a très vite adhéré. Ce soir, elle rend visite à un homme qui lui aussi avait passé 20 ans à l'asile. Ça va ? Madame Irène, oui. Oui ? Oui. Et là, il fait noir chez vous ? Ah, ouais, Les autres sont couchés ? Déjà ? Non. Comment ? Ils sont dans leur chambre ? oui. Oui. Vous avez eu une période difficile quand même, hein, en arrivant ici. Pour finir, ça va bien, les voisins sont chouettes. Hein. J'ai fait un tour en ville, à la Fnac, Purée du Nord. Eh ben, dis donc. Plus de ça, je peux... Je me souviens d'une rencontre étonnante avec ce monsieur qui se faisait appeler Bernard Archange. Il était passionné de lecture. J'ai lu beaucoup. Ça m'a sauvé bientôt. Freud. Sigmund Freud. Pourquoi vous avez étudié ça ? Pour pas être demeuré. Ouais. Ça change la vie quand on comprend. Il suffit pas de lire un livre, encore faut-il le comprendre. J'ai posé beaucoup de questions personnelles à ce sujet-là. Évidemment. Il est comment votre monde ? Un paraphysique, irréel, tout en étant réel. C'est-à-dire ?
Vaut mieux pas en parler. Je suis bien de vivre dans ma dimension aussi. Dans la dimension des gens, j'aime pas. Ça s'appelle pas ça, vivre. Et alors, qui vous a soutenu? Monsieur Rollin. Ah oui, je me suis accroché. Ouais. Un jour, j'étais pas bien, j'avais envie de me donner la mort. Seulement, j'ai pas eu le courage, et heureusement. J'ai souvent eu peur pour ces personnes qu'on remettait dans la vie quotidienne. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est souvent elles qui me rassuraient, beaucoup plus que l'institution. Donc ça a été un début, mais le dispositif était loin d'être suffisant. Il y avait 300 malades à faire sortir, c'était du travail. Ceux qui avaient les maladies les plus lourdes, les maladies chroniques, ont vécu parfois ces sorties comme des naufrages. Et il y a certains qui arrêtèrent évidemment leur traitement. Ils ont été assaillis par des délires, bon, ils hurlaient la nuit, semaient la panique dans le quartier. Il a fallu organiser rapidement les retours à l'hôpital d'Armentières. Pour moi, ça a été, et pour eux aussi, un avertissement. Mais pas un échec. Vous avez donc gardé dans votre service, baptisé désormais la clinique Jérôme Bosch, une trentaine de lits pour prendre en charge quelques jours, quelques semaines, les patients qui traversaient des crises. J'ai une bouffée de viande. J'ai été hospitalisé 1 mois et demi. Et puis là, dès le lendemain, en fait, je n'avais plus les phonèmes. Qu'est-ce que vous appelez les phonèmes? Les phonèmes, c'est les voix. C'est ce qu'on appelle habituellement les voix, un peu comme Jeanne d'Arc, mais bon. J'éprouve des sensations qui ne sont pas connues des autres. Je vois par exemple des anges, des personnes humaines mais qui paraissent avoir des visages d'anges, et puis des personnes humaines qui paraissent avoir des visages de démons. De démons. Ouais. Est-ce que vous vous considérez comme fou? Ah bah bien sûr, totalement. Totalement. Si on regardait bien, on pourrait dire que dans chaque famille, il y a un fou. Pendant les quelques jours qu'il passe à l'hôpital, Alain Fauré reverra les psychiatres pour reparler des conditions de sa sortie. Habitué de la clinique Jérôme Bosch, il sait qu'ici, contrairement à ce que fut l'asile, il peut revendiquer son point de vue. Un vrai travail en profondeur pour voir ce qu'il y a en moi. Et seul un psychiatre, vraiment, parce qu'il y a des traumas, il y a beaucoup de traumas. Et c'est pour ça que je délire. Mais je sais ça, mais... Et je me sens bien dans mon délire parce que, alors, est-ce que c'est un syndrome de, je sais pas comment ça s'appelle, le manque de père, manque de référence familiale, ça je sais pas. Mais bon, il faudrait creuser. On doit essayer de trouver des solutions avec vous, que vous acceptez. Ce que je demande, c'est le dialogue. Oui. C'est le dialogue, c'est tout. Un véritable dialogue. Mais je vous rappelle un truc tout de même, quand vous dites le dialogue, vous savez que vous terrorisez les jeunes infirmières. Quoi? Vous les terrorisez. Vous avez une manière de leur parler, de leur dire ce qu'elles doivent faire, etc. Un dictateur. Vous le savez ça alors? Vous le savez pas? Non. Moi je me comporte normalement. Ah oui, mais justement. Cette jeune fille, Nassera Nahal, avait, elle aussi, passé des années à l'asile. Ils m'ont aussi beaucoup étonné dans la capacité qu'ils ont eu à relier des ponts, des liens avec leur environnement. Pas uniquement familial, mais aussi social dans la vie quotidienne, parmi les gens de leur quartier. Bonjour. Ça va, Daniel? Ça va. Bonjour Frédéric. Ça va? Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, elle va retrouver au CMP son infirmière référente qui l'accompagne pour sa consultation avec sa psychiatre. C'est mon abandon qui a fait tout ça, dans ma tête. Mon manque d'affection. Il y a d'autres choses. J'ai pas eu une enfance facile à l'école. On me crachait dessus, on me frappait. Je parlais à mon pouce. Au lieu de travailler à l'école. C'est ça que je suis malade.
Mais j'espère guérir un jour. J'ai besoin d'être aidée, j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'être écoutée. Alors là, t'attends quoi? Bah là, j'ai un rendez-vous avec Madame Gomez pour parler de ce qui va et ce qui va pas. Et pour parler de mes vacances prochainement. Je me demande si je suis arabe ou française. Il paraît que ma mère, elle était belle. Qui vous a dit ça? Bah c'est moi qui le dis parce que j'ai des beaux yeux. Peut-être qu'un jour j'aurai des enfants moi aussi. Oui. Je les garde aussi. Pardon? Je les garde. Ça veut dire quoi? Je les mets pas de la rue. Mais pourquoi vous me dites que vous les mettrez pas dans la rue? Non mais ma mère elle m'a abandonnée. Elle vous a abandonné? Bah moi j'abandonnerai pas mes enfants. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Pourquoi votre maman elle essaie pas de vous retrouver? Bah je sais pas, elle pourrait faire des recherches. Mais si on essayait de comprendre pourquoi, les raisons pourquoi elle le ferait pas... Elle a trop de problèmes. Peut-être qu'elle a trop de problèmes. Et elle a peur de la réaction de l'enfant. Peut-être, oui. Moi je crois, ça doit être très très dur. Elle a peur de se prendre un savon. Non. Moi si je ne retrouve pas, ça fait rien. Je peux bien vivre sans à présent. J'ai grandi, je fais ma vie. Et faire sa vie pour Nacera, comme pour tous les patients qui désormais vivent en ville, il existe un réseau patiemment tissé avec vos partenaires qui leur tend les bras. Danse, gymnastique, ateliers vidéo, théâtre ou sport, chaque fois les conditions sont créées en partenariat avec des professionnels pour que les malades puissent quitter l'univers des soins et de la psychiatrie. Ouais, ça fait 10 ans que je fais ça, mais j'aime bien avoir ce type de relation. Enfin, j'aime bien les relations que j'ai avec les malades. 14-22. J'aime assez, ça ne me dérange absolument pas. Je préfère même ce genre de groupe à certains groupes de gens dits normaux, qu'on a fait un des malades dits normaux, et qui en fait sont complètement à la masse aussi, complètement déjantés. 16-24, j'ai beaucoup appris avec les malades en fait. 18, je sais plus combien ça fait. Allez. Fin du match, c'est l'heure. Je suis contente d'avoir fait du basket. Même si on a perdu, on a très bien joué. Vous avez marqué combien de points? 2. 2? Ah bah c'est bon. 2 points. Autre activité phare, la première que vous aviez mis en place à l'hôpital. Chaque semaine, ces ateliers sont avant tout des lieux de rencontre, un espace de plus pour retisser patiemment des liens, des relations avec les autres. Il ne s'agit pas de dire que l'art guérit la folie. Mais il est possible que justement l'art permette une relation différente. Le patient, lui, retrouve une façon de s'exprimer qui lui est absolument personnelle. Et c'est important aussi de lui dire, ça c'est toi. Et ça, ce que tu fais t'appartient en propre. Ce qu'il faudrait, c'est de retrouver les couleurs. Non, c'est pas ça. C'est comme si on épousait la forme elle-même avec le doigt. Hein. Au départ, je vous ai aidé, c'est moi qui ai fait toutes les formes. Hein, bon. Il faut trancher avec diplomatie. Ça fait 3 ans que je viens ici. Bon, au départ, j'étais fort agressive quand je venais ici. J'avais confiance à personne. Je voyais que le mal, la méchanceté et tout. Mais ça sortait pas. Je me faisais mal à moi-même. Je me suis coupé les veines. J'ai avalé 3 fois des cachets. Et depuis que je viens ici, depuis 3 ans, il y a quand même des progrès. Malgré j'ai des hauts et des bas, question de morale. Certains patients sont des vrais artistes. Pas tous, loin de là, c'est comme d'habitude. Mais pour cela, le fait d'être avec des artistes professionnels, ça a permis à certains de faire passer du côté artistique. Il y en a certains ont fait des carrières ici. Des carrières. Mais ça a surtout changé le regard. Ça, c'est vraiment ce qu'on attendait des artistes, un changement de regard. Mais le changement de regard, on peut l'avoir d'une autre manière. On peut l'avoir, on aurait fait rentrer des mécaniciens, ça aurait marché aussi. On aurait fait rentrer des apprentis bouchers, ça aurait été... Du moment que... Alors, je crois, non, je pense que les artistes avaient une proportion plus facile, quoi. Non, mais je pense qu'à partir du moment où on fait, où on ouvre, on banalise, on fait se rencontrer des personnes, ça change la donne de toute façon. Et si on est là, mais je pense que la psychiatrie a un rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'on doit être là pour dire « n'ayez crainte ».
Nous, on vit depuis des années avec des malades, ça va, quoi. N'ayez crainte, il n'y a pas de problème. On est là. Et petit à petit, ils n'ont plus besoin de nous. Hein. Les relations se font elles-mêmes. En réalité, c'est un facteur, les artistes ont horreur de ça, quand je dis qu'ils sont des facteurs d'inclusion sociale. Non, non, c'est l'art, c'est l'art, c'est l'art. Mais c'est des facteurs d'inclusion sociale, quand même, pris dans un dispositif plus complexe. Et ce dispositif, hors les murs de l'asile, n'aurait jamais pu exister sans l'appui convaincu des élus des 6 communes de votre secteur. Là où les malades sont désormais des citoyens, comme les autres, ou presque. Eugène Régnier, adjoint au maire d'Hellemmes, était en 1999 l'un de vos premiers soutiens. La première discussion à avoir avec les politiques, c'est dire attendez, vous, ça vous arrive. Ça vous arrive à vous, à votre fils, à votre mère, à votre... Bon, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? Et là, il y a un débat qui est tout de même différent, parce que tant que c'est l'autre, c'est facile. Quand c'est soi, ou quand c'est ses proches, ou quand c'est ses électeurs, ça c'est un peu plus compliqué. Au cours des années qui vont suivre, vous avez continué inlassablement à interpeller les responsables politiques, tant au niveau local que national. Si on veut modifier, diminuer l'impact des troubles psychiques, il faut toucher aux déterminants de santé. Ça veut dire? Les déterminants de santé, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne votre vie. Le logement, l'accès à l'eau, à l'éducation, l'accès à des ressources fiables, à la sécurité. Et bien tout ça fait que vous allez être en santé, plus en santé ou moins en santé. Toucher aussi à la pauvreté. On voit bien que quand les gens sont en difficulté, sont en pauvreté, partout il y a plus de troubles psychiques, partout dans le monde. Donc là aussi, il y a des domaines où c'est pas la psychiatrie ni les psychologues qui pourront résoudre le problème. Nous, on fait de la réparation. On a eu l'exemple d'un président de la République qui n'a pas été favorable aux questions, aux personnes qui ont des troubles psychiques ni à la psychiatrie. Qu'est-ce que ça fait comme mal, ça? C'est vrai qu'ils peuvent être dangereux un peu plus que la population, mais ils en prennent 10 fois plus plein la figure. 10 fois plus, ils sont plus sujets à être victimes. Stigmatiser les malades en disant qu'ils sont dangereux, c'est facile comme tout, puisque toute la population pense que le fou mental est dangereux. Donc vous êtes sur un boulevard politique. Mais le courage politique, c'est d'aller au-delà. C'est vraiment un combat d'essayer de faire en sorte que de prendre en charge les personnes de la manière la plus respectueuse possible de leurs droits, et non pas de les stigmatiser. Et quand le politique se met à stigmatiser, c'est terrible. Et ça, les malades le savent mieux que quiconque. Il suffit d'écouter Alain Fauré, que nous avons déjà rencontré. Vous savez que vous faites peur quelquefois, pas forcément vous. Ouais. Et les fous font peur quelquefois. Ouais. Mais pourtant, ils ne sont pas méchants. C'est quelque chose qu'un interne disait en parlant d'un trisomique, et pourtant ils sont gentils. Mais c'est vrai, mais c'est pas une question de naissance, parce qu'on peut avoir une violence aussi. On peut se mettre en colère. Mais bon, c'est parce que, à cause du traitement, en fait, on a des yeux qui font peur. Mais c'est le traitement qui... Est-ce que c'est bien d'avoir ouvert les portes de l'hôpital psychiatrique? Ça, c'est bien, mais il faudrait instaurer d'autres façons, d'autres comportements vis-à-vis de la personne malade. Beaucoup plus lui faire confiance, et puis... mais lui accorder le crédit qu'elle est un homme, qu'elle est une femme aussi. On est montré du doigt. C'est le problème. Et bon, et c'est pour ça qu'il faut défendre notre parti. Dans l'intimité des foyers, la stigmatisation peut prendre un autre visage, celui de l'incompréhension, de l'impuissance. Il y a 20 ans, j'avais été très émue par le témoignage de cette famille. Le père avait souffert d'une grave dépression.
Là, actuellement, tous les 5, on a des rapports affectifs assez forts et un amour, quoi, qui nous permet d'accepter et de m'accepter tel que je suis. Et ils m'ont accepté même quand j'étais malade, quoi. Ils m'ont accepté quand j'étais malade parce qu'il y avait l'affectif qui était là, il y avait l'amour qui était là. Quand il est rentré en crise, je dirais, les enfants étaient là et il fallait leur expliquer. Bon, papa était pas bien dans sa tête. Il a besoin de se faire soigner. Est-ce que tu te rappelles quand j'étais malade, quand j'étais tombé malade? Tu te rappelles? Moi, je m'en rappelle. Moi, au début, j'avais peur quand même. Puis, bon, après, maman, elle m'a expliqué. Et puis, qu'il avait besoin aussi qu'on l'aide et fallait pas qu'on le renie. Et qu'il avait besoin d'amour aussi. La maladie mentale, c'est pas une honte et il faut pas avoir de préjugés ni sur les gens, ni sur la maladie, ni sur les hôpitaux, ni sur les psychiatres, ni tout ce milieu-là, tous ces milieux-là. Sans l'avoir vécu, je serais comme les autres, à avoir ces préjugés et puis en gardant ça un petit peu tabou et ni en pensant vraiment à eux. S'il avait trouvé un vrai réconfort dans sa famille, cet homme m'avait confié la grande difficulté qu'il avait à réintégrer un monde du travail souvent hostile. Afin de répondre à cette question, Jean-Luc, vous imaginerez des années plus tard un nouveau dispositif. Un centre de retour au travail, un établissement d'accompagnement vers le travail, géré avec les municipalités au départ, pour faire en sorte que des personnes soient accompagnées dans le travail normal, en ville. Pas un travail protégé, ni un travail en atelier protégé ou en centre d'aide par le travail, mais dans la vraie vie de travail. Alors, le genre de travail, ça va de ingénieur jusqu'à faire les espaces verts. Parce qu'on s'est rendu compte que pour les personnes qui ont des maladies mentales graves, il y en a, la plupart sont extrêmement diplômés. Donc, il ne s'agit pas de leur faire du macramé tous les jours, ou uniquement, j'ai rien contre le macramé, ou uniquement du repassage, etc. Il faut trouver les métiers qui correspondent aux personnes. Il fallait bien le son d'une fanfare pour marquer un événement majeur. Ce jour-là, de l'année 2013, vous fermez définitivement votre service à Armentières. La clinique Jérôme Bosch s'installe au CHU de Lille, à l'hôpital général. 10 lits seulement pour accueillir les patients en crise et des places pour leurs familles. Plus de chambres d'isolement et zéro politique de contention. Vous quittez les murs de ce que fut l'asile. C'en est définitivement fini de l'exclusion et de l'enfermement. Saut dans le temps. En 2002, vous aviez été nommé directeur du centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Une nouvelle responsabilité qui vous conduit 4 ans plus tard pour ce premier déplacement en Angleterre. Cette ouverture vers l'international vous permettra dans l'avenir d'installer avec de nombreux pays des échanges entre des équipes de psychiatrie, de véritables sources d'inspiration pour améliorer les pratiques. En 2006, quand je suis allé en Angleterre avec une délégation d'usagers et de professionnels de mon service, et on a vu les équipes mobiles fonctionner, on s'est dit, mais on a pris 30 ans de retard par rapport à l'Angleterre, en France. Voilà, parce que la manière de fonctionner, c'était véritablement une manière 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en ville. Les Anglais avaient 4 fois moins de lits d'hospitalisation que nous. Voilà, donc, et ils n'ont pas abandonné les malades en ville, puisqu'ils prenaient à la fois les cas aigus, les cas au long cours, avec des équipes mobiles intégrées dans la population. Ça a été vraiment remarquable. Et maintenant, on les a implantés sur l'île. Ça a été une réussite. Exemple ?
Exemple, je fais un état d'hallucination, etc. Ça passe au bout de 2-3 jours à l'hôpital. Je sors tout de suite avec une équipe mobile qui va venir 1 à 2 fois par jour me voir, qui va organiser des activités en ville, qui va organiser un lien avec le médecin généraliste, avec le pharmacien, et qui va travailler avec votre famille. Afin de consolider encore le dispositif d'accueil des malades en ville, vous avez mis en place ce que vous appelez des conseils locaux de santé mentale. Le maire est président. À partir des constatations de ce qui ne marche pas, ce qu'on devrait améliorer, il réunit les acteurs qui pourraient faire en sorte que ça se passe mieux. Il y a les usagers, les familles, il y a la population. Une fois que la solution est trouvée, il l'applique. Exemple, on avait un problème pour les jeunes de 12 à 18 ans qui ne sont pas pris en charge réellement ni par la pédopsychiatrie ni par la psychiatrie adulte. On a mis en place un système qui permet le repérage, la possibilité d'une action immédiate et la possibilité d'un suivi par une équipe mobile entre la psychiatrie adulte, la psychiatrie enfant, entre les services sociaux, et tout ça, ça a été mis en place dans le cadre du Conseil local de santé mentale. Une fois que ça a été mis en place, en lien direct avec les médecins généralistes, qui sont extrêmement contents du retour, parce qu'enfin, il y a une réponse pour les adolescents. Enfin, une réponse immédiate. Toujours lors de votre visite en Angleterre, accompagné d'ailleurs d'un de vos patients, rescapé lui aussi de l'asile, vous découvrez une expérience passionnante. C'est l'un des psychiatres de l'équipe britannique qui vous la présente. Elle apporte un vrai complément de soins car les patients vont mieux dès qu'ils peuvent nouer des relations avec des gens qui les comprennent. Le personnel psychiatrique n'est pas doué pour fournir ces choses-là. Alors nous nous sommes dit, engageons des gens qui vont donner du temps aux patients en les accompagnant vers tout ça. Nous les appelons les stars. Je crois que c'est notre initiative la plus importante. Si vous vous rappelez, je vous disais tout à l'heure qu'il y a 750 000 personnes en Angleterre qui ont une maladie mentale. 90 à 95% d'entre elles n'ont pas de travail ou n'en ont jamais eu. Alors nous nous sommes dit, ce groupe de personnes va pouvoir alimenter ce groupe-là, les stars. Sam est une star. Star, c'est l'abréviation de soutenir avec du temps vers le retour à la santé. Ce jour-là, elle prend un rendez-vous avec un patient qui a besoin de soutien. Terry souffre terriblement de solitude. Après des années à l'hôpital psychiatrique, la vie et les gens lui font peur. Par contre, il adore les chiens. Alors Sam est venu avec les siens pour motiver Terry à sortir. Les stars sont donc d'anciens patients et on leur donne la possibilité de s'épanouir en exerçant un travail. Ils sont sans doute les plus compétents pour cette mission. Car mieux que personne, ils connaissent la souffrance. Celle de Terry s'appelle schizophrénie. Celle de Sam porte un autre nom. J'ai eu une dépression pendant pas mal d'années. Je ne peux pas dire que j'ai récupéré à 100%. Il y a encore des jours où je ne vais pas très bien. Mais en fait, je commence à aller mieux. Et le sentiment très fort que j'ai, c'est que je me suis sentie abandonnée par le système médical. J'ai dû lutter toute seule. Mais je suppose que d'avoir vécu cet abandon, ça m'aide à faire ce travail. Ça m'aide à donner aux personnes que je soutiens les choses que j'aurais peut-être aimé recevoir. Je pense que ça aide si quelqu'un a souffert de la même chose que vous.
Il comprend ce que vous êtes en train de vivre. Moi, j'ai mes hauts et mes bas. Alors c'est vers Sam que je me tourne et je lui explique comment je me sens. Alors on est allé plus loin en France, on a créé une licence dans 2 universités, une licence qui a permis de créer une sorte de métier de père aidant. Et ce métier de père aidant, on l'a appelé médiateur de santé père. Alors médiateur, pourquoi? Parce qu'ils font la médiation entre les patients et l'équipe soignante. Médiateur, parce qu'ils sont beaucoup plus proches des patients, parce qu'ils ont eu la même expérience. Il y a la connaissance du chemin du rétablissement, que nous, on n'a pas obligatoirement, qu'on peut avoir, hein, mais qu'on n'a pas obligatoirement. Voilà, et puis il y a le bilinguisme, c'est-à-dire qu'ils parlent à la fois la langue du patient et la langue du spécialiste, et ça c'est tout de même intéressant. Et pour tout ça, on a mis en place avec l'université une formation. Et maintenant, il y a 200 médiateurs santé-père qui travaillent en France, dans des équipes de psychiatrie, et partout où ils travaillent, mais c'est véritablement la révolution. Alors ça a été extrêmement mal accepté au départ par l'ensemble de l'institution psychiatrique française. Maintenant, c'est particulièrement bien accepté. À peu près à la même période, il y a eu aussi, un peu partout en France, la création de groupes d'entraide réunissant des patients. Sur le secteur, on avait 2 groupes d'entraide mutuelle. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire, ils s'autogèrent, c'est un club d'entraide. Ils se donnent des coups de main. Des coups de main, des sorties, et puis surtout lutter contre la solitude. Parce que bon, c'est pas de tout ça, mais quand vous êtes en ville et que vous êtes seul parce que les troubles psychiques ont coupé tous les liens avec votre entourage, ben, il faut tout de même qu'il y ait des relais. À l'autre bout du monde, ce ne sont pas du tout les mêmes questions qui se posent. En Afrique, les familles et la communauté sont présentes auprès des malades. Lors de ce premier voyage en Côte d'Ivoire, vous allez écouter et partager cette fois votre expérience, comme le raconte ce journaliste ivoirien qui a suivi votre périple. Nous sommes en Côte d'Ivoire, à Bouaké. Cette ville a reçu dans le mois de juin 2023 une délégation pour une importante activité. Cette délégation a eu pour mission de faire une enquête avec pour objectif faire l'état des lieux de la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques afin de contribuer à l'amélioration des pratiques et au bien-être de celles-ci. Alors, ce qu'on apporte à Côte d'Ivoire, c'est un peu notre savoir-faire. Bon, du côté communautaire, ils sont tout de même plus avancés que nous, parce que tout est pris en charge par les familles. Même à l'hôpital, les familles sont là. Enfin, la malade n'est jamais seule. Quand je suis revenu des premières expériences africaines, on a décidé qu'à la clinique ici, qui est à l'hôpital général, maintenant, il y aurait des lits pour les malades et leurs familles. Parce que on s'est rendu compte que couper les malades de leur famille, c'était pas obligatoirement la bonne solution pour tout le monde, loin de là. Ça, ils nous ont appris ça. Autre enseignement au cours de ce voyage, l'importance des croyances et de la religion. Et maintenant, il faut recourir à la prière, sinon c'est pas sur les gens qu'ils viennent. Il y a des cas très démoniaques. Et quand le cas est démoniaque, quels que soient les effets des produits, ça ne s'arrêtera jamais. D'accord. Il faut une prière intense. Mais en priant, en principe, ça doit s'arrêter. Ça s'arrête. Voilà pourquoi est-ce qu'ils recouvrent la guérison. Eux sont une logique de prière. Donc c'est des 2 logiques différentes. Il faut arriver à pouvoir faire concorder ça. C'est-à-dire que
que nous, on accepte qu'on n'est pas infaillible, et on le sait bien qu'on n'arrive pas à soigner tout le monde et qu'on a des échecs, voilà, et qu'eux acceptent aussi que la psychiatrie puisse aussi aider et avoir un certain nombre de choses positives. Et aujourd'hui, il y a eu un partenariat et puis il y a eu une confiance qui est née. Et je pense qu'on doit les aider à encadrer nos malades. Qu'il y ait des prières, mais qu'il y ait des soins médicaux. C'est ça qui est important. Le mythe de la méfiance est brisé. Au cours d'un second déplacement en Côte d'Ivoire, on vous retrouve à Abidjan. Vous êtes venu cette fois pour soutenir la réalisation d'une grande enquête. Elle permettra de récolter des données essentielles afin de mesurer l'importance des maladies psychiques en population générale. L'un des moments clés de notre rencontre aujourd'hui est le lancement de l'enquête sur la santé mentale des populations. Un reporter ivoirien suit cette fois encore votre visite. L'enquête a été pilotée par le Programme national de la santé mentale de Côte d'Ivoire. 42 enquêteurs ont été formés dans le centre collaborateur de l'OMS à Lille pendant 2 jours. Les enquêteurs sont allés à la rencontre des habitants des 21 communes du Grand Abidjan. Je trouve que l'enquête est vraiment très bienvenue parce que la population souffre. On a remarqué ces derniers mois, tous ces moments, ces suicides, les gens souffrent dans les familles, ils ne savent vraiment pas où aller. S'il y a des sensibilisations au plus haut niveau sur la santé mentale, on pourra rattraper beaucoup de gens, surtout la jeunesse. Lorsqu'on a vu ce problème de drogue, au-delà de tout ça, les gens ne savent pas où se diriger. Depuis, j'ai perdu mon mari. Parce que je suis seule avec les enfants, donc vraiment, stress avec les choses, je n'arrive pas à bien dormir. Et puis après la mort, il y a ma fille étudiante qui a fait accident à Bobo. Son pied là, tout est écrasé. Ça là aussi, j'avais peur. Quand il y a la rentrée, il y a beaucoup de choses que ça fait que je les stresse, je ne peux pas dormir. Ça m'arrive que je veux tout arrêter. Mais quand je pense que je suis seule, si j'arrête, et les enfants, ils vont devenir quoi? Les résultats de l'enquête montrent une stigmatisation importante de l'image du fou et du malade mental. À moindre titre du dépressif, le fou et le malade mental sont perçus majoritairement comme dangereux par la population. Ils doivent être envoyés à l'hôpital psychiatrique pour être contenus et soignés. Le dépressif peut être plus pris en charge à la maison avec ses proches. Donc ça a été productif et ça a été enrichissant, ces voyages en Afrique, au Liban, à Madagascar, à l'île de la Réunion, enfin dans l'océan Indien. Oui, parce que en tant que centre collaborateur OMS, c'est notre mission. Or, le centre collaborateur a été créé ici, non pas parce qu'on est une université connue internationalement, mais parce qu'on a une pratique qui a été reconnue comme un des 3 sites pilotes au monde, avec Trieste et avec Sao Paulo. Durant des années, vous avez partagé lors de congrès ou de séminaires les fruits de ces échanges bilatéraux instaurés au cours de vos déplacements. Et vous insistez sur ce point. Il est toujours question d'échange. Sur le terrain du droit des patients, de la dignité qui leur est due, les contributions de chaque pays sont considérées sur un pied d'égalité. En France, bien sûr, vous avez mené aussi de nombreuses études. Voici un aperçu des méthodes d'enquête rigoureuses, réalisées chaque fois sur un large échantillon de la population. Maintenant, je vais vous poser quelques questions plus personnelles concernant votre santé. Au cours des 2 dernières semaines, vous êtes-vous sentie particulièrement triste, cafardeuse, déprimée? Non. Vous sentiez-vous presque tout le temps fatiguée, sans énergie? Ici, il me donne tellement de cachets que je suis un peu à l'ouest. Selon vous, qu'est-ce qu'un malade mental? C'est quelqu'un qui a été hospitalisé dans un établissement fait pour soigner les malades mentaux. Un dépressif est-il responsable de sa dépression? Oh.
Je dirais oui quand même. Quelle est la cause, la raison de ces problèmes? Depuis qu'il est là, en fait, on a tellement la pression au boulot que c'est depuis ce temps-là que j'ai du mal à m'endormir le soir, que je suis obligée de prendre des médicaments. Au cours de votre vie, avez-vous déjà fait une tentative de suicide? Oui, quand j'étais plus jeune. Hein. C'est une vieille histoire. Vous est-il arrivé d'avoir des palpitations, de sentir votre cœur battre très fort? Oui. De transpirer? Oui. De vous sentir étourdi, prise de vertige ou avec la tête vide? Oui. Aviez-vous l'impression que les choses qui vous entouraient étaient étranges ou irréelles? Vous sentiez-vous comme détaché de tout ou d'une partie de votre corps? Oui. D'avoir peur de devenir folle, de perdre le contrôle ou de vous évanouir? Oui. Avez-vous utilisé des médecines douces pour ces problèmes? L'homéopathie, l'acupuncture, la sophrologie, des plantes? Des plantes, je sais pas. Fumer des joints, je sais pas si c'est médecine douce, mais moi je considère ça comme ça. Donc oui, le fait de fumer du cannabis, je considère ça comme de la médecine douce. Ce que montrent ces enquêtes, c'est que, les représentations sociales, la folie, la maladie mentale, la stigmatisation, elle est partout pareille, quasiment. Par contre, sur les troubles psychiques, ça peut varier considérablement. Ça varie suivant que vous êtes un homme ou une femme, et encore là, les femmes sont plus tendance à faire de l'anxiodépression, les hommes un peu plus addiction, voilà. Alcoolisme, bon. Ça varie aussi suivant les caractéristiques sociales. Si vous gagnez peu d'argent, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un trouble psychique. Si vous êtes en état de précarité, beaucoup plus de chances. Si vous êtes jeune par rapport aux personnes âgées. Donc ça nous permet, avec ces résultats, d'orienter les politiques publiques. Ça nous permet, titre national, de dire, ben voilà, sur quelle cible, entre guillemets, il faut mettre le paquet, quoi. Qui il faut aider, qu'il faut aider en priorité. En France, tu as encore des dispositifs, on dirait que ça date du 19e siècle, et d'autres qui sont dans le 21e siècle. À partir du moment où il n'y a pas des dispositifs d'évaluation des institutions, de ce qu'on met en place comme dispositif, on n'aura pas d'amélioration. Dispositif, le mot magique. En voilà un dont vous êtes particulièrement fier. À la mairie de Lille, ce jour-là, Fanny Mériot, rescapée de la psychiatrie qui enferme, va donner un cours dans le cadre d'un diplôme universitaire en santé mentale. Très jeune, elle a été hospitalisée sous contrainte à de nombreuses reprises. Elle a tout connu, les chambres d'isolement, la contention, les médicaments à haute dose. C'est en rencontrant des psys au centre collaborateur de l'OMS qu'elle a trouvé le chemin de son rétablissement. Elle se présente comme une père aidante itinérante. Et en fait, j'ai eu un parcours de rue, et pendant ce parcours de rue, j'étais dehors et puis je regardais mon environnement et je me suis rendu compte qu'on avait plein de choses à apprendre. Fanny raconte alors comment elle s'est intéressée aux chemins tracés lors de la construction de nouveaux espaces urbains. Elle leur a donné un nom, la ligne de désir, usant d'une métaphore qui résume son expérience et pointe l'importance de prendre en compte le désir, le souhait de chaque patient pour déterminer son parcours de soins. Un parcours en suivant ce qui me fait du bien, ce qui va améliorer ma santé en complément de tout ce qui va être produit par la science, par la recherche. Donc voilà, ça ne remplace pas, mais ça complète tout l'existant. Voilà, je vais donner la parole à Justine, on va pouvoir continuer. Merci. Autre symbole, enfin, de ce que vous appelez la psychiatrie citoyenne. Frontières, au cœur du pôle de psychiatrie 59 G21, où vous avez travaillé pendant plus de 40 ans. Un lieu hybride qui incarne formidablement cet objectif atteint, celui d'avoir réussi à faire accepter par la population des villes l'existence des troubles psychiques, des maladies mentales
et la présence parmi nous de ceux qui en souffrent. Qu'est-ce qui se passe à Frontières? Eh bien, il y a une programmation artistique d'artistes connus, inconnus, ayant été malades ou pas malades. Ça permet aux gens de fréquenter, si ce n'est des personnes qui ont des troubles psychiques, au moins leurs œuvres. Voilà. Et ce travail est soutenu par les municipalités, qui trouvent que c'est une bonne manière de diffuser la question de la santé mentale sans être trop prêchi-prêcha. Donc là, on échappe à la moralisation. Au-dessus, là, il y a une pièce où les gens viennent peindre. Au-dessus, il y a des ateliers où il y a beaucoup d'activités, des ateliers qui sont ouverts à la population, d'ailleurs pas uniquement aux gens qui viennent de la psychiatrie. Ce qu'il y a aussi ici, il y a le centre collaborateur OMS, donc il y a des bureaux de recherche. Et donc il y a un mélange entre usagers de la psychiatrie, citoyens, chercheurs, psychiatres et population. Nous voilà au terme de notre récit. Sur ces images qui rappellent votre longue odyssée, faite d'avancées et de recul, d'indignation, de combat, de voyages en Europe, en Afrique, dans l'océan Indien et j'en passe, d'échanges aux quatre coins du monde, je me rappelle de ce que vous me confiez déjà il y a 20 ans. Je pense que la collaboration qu'on a pu mettre en place avec des gens des villes, des habitants, des hommes simples, ça a été fondamental parce que quand je suis arrivé en psychiatrie à 25 ans, je ne pensais pas en arriver là. Donc je suis tout de même assez content. Et en même temps, on n'a rien résolu sur le fond. Ça, il faudrait être très clair là-dessus. On n'a pas résolu, on n'a pas réglé le problème de la folie dans le monde. On n'a pas pour régler le problème du délire. On a fait un gros travail pour rendre acceptables ces maladies, les rendre acceptées en tout cas par la société. Cette année, c'est l'année de la santé mentale. La grande cause nationale, je veux dire, c'était impensable il y a 10 ou 20 ans. Donc on avance. Et le parcours que j'ai pu faire, cette odyssée, beaucoup l'ont fait un peu partout. Un peu partout dans le monde, on a libéré les malades, d'une certaine manière. Et c'est un travail énorme. C'est pas fini. Mais je pense qu'on a tout de même beaucoup évolué, énormément. Quand les cœurs sont en détresse, que les regards sont baissés, tous les murs que l'on se dresse nous plongent dans l'obscurité. Mais sur la paroi des angoisses, pour nous sortir du sommeil, c'est par les trous, par les crevasses que se faufile le soleil. Sous le grand brouillard de nos peines, au cours des saisons amères, il arrive que l'on se souvienne, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Sur le visage d'une femme, j'ai reconnu le chagrin qui faisait dégouliner son âme dans toute cette eau salée sans fin. Oh, mais juste au coin de
nuit qu'il est beau